Aujourd'hui, les Américains, effectivement, vont faire quelque chose. Donc, soit ils utilisent cette armada pour faire pression en vue d'un coup d'État en interne, sachant qu'il y aura des conditions que les Américains poseront, comme par exemple la fin du nucléaire, par exemple la vente du pétrole peut-être aux Américains. Rien de ce qui se déroule actuellement sur l'échiquier du Moyen-Orient n'est improvisé. Alors que Washington parle de dissuasion, de sécurité régionale et de stabilité, les véritables signaux viennent du silence et du mouvement. Un porte-avions qui efface sa trace, des bombardiers qui apparaissent sur des bases lointaines, des évacuations discrètes et des systèmes de défense activés en chaîne. Donald Trump ne menace pas dans l'abstrait. Il repositionne des forces. Et lorsque cela se produit, le monde n'écoute plus les discours, il regarde les cartes. Ce qui se dessine face à l'Iran n'est pas de la rhétorique. C'est une préparation. Donald Trump a choisi ses mots, mais surtout ses gestes. Devant les journalistes, il affirme qu'une force navale majeure des États-Unis se dirige vers l'Iran. Il ne s'agit pas d'un avertissement diplomatique classique. Il s'agit d'un signal militaire. Le président américain a explicitement lié ce déploiement aux manifestations internes iraniennes et à toute tentative de relance du programme nucléaire de Téhéran. Son message est brutal. Selon ses propres termes, toute escalade serait sanctionnée par une riposte d'une ampleur jamais vue, dépassant largement les précédentes opérations liées au dossier nucléaire iranien. Derrière cette rhétorique, un fait précis retient l'attention des analystes militaires du monde entier. Le porte-avions USS Abraham Lincoln a cessé d'émettre son signal de localisation alors qu'il transitait vers la région. Ce bâtiment de plus de 100 000 tonnes, véritable ville flottante, transportant près de 90 aéronefs de combat, a volontairement disparu des systèmes civils de suivi maritime après avoir franchi le détroit de Malacca et pénétré dans la baie du Bengale. Ce choix n'est pas anodin. Naviguer, DARC, n'est utilisé que lorsque l'approche d'une zone de conflit devient opérationnelle. Cela signifie que le groupe aéronaval entre dans une phase de sécurité maximale, préalable à une action militaire potentielle. Des images satellites européennes ont confirmé un virage vers l'ouest du groupe naval dès la mi-janvier. Le dispositif est considérable. Le Abraham Lincoln est escorté par plusieurs destroyers lance-missiles, capables de frappes de précision et de défense antimissiles avancées. À bord, l'aile aérienne embarquée regroupe un éventail complet de capacités modernes, chasse furtive, guerre électronique, surveillance avancée, transport tactique et lutte anti-sous-marine. Les chasseurs furtifs F-35C permettent de pénétrer les défenses aériennes iraniennes modernisées. Les EA-18G Groulé sont spécialisés dans le brouillage des radars et des communications. Les avions de veille 2 des Hawkeye coordonnent l'espace aérien. Tout cet ensemble correspond exactement au schéma d'une campagne de suppression des défenses ennemies. À cela s'ajoute un élément invisible mais central. Un sous-marin nucléaire d'attaque opère presque systématiquement aux côtés de ces groupes. Son identité n'est jamais révélée. Sa mission est claire, frapper sans avertissement à l'aide de missiles de croisière à longue portée. Les estimations open source placent le groupe du Lincoln à quelques jours seulement de la zone de responsabilité du commandement central américain, couvrant le golfe Persique et la mer d'Arabie. Le calendrier est précis. La fenêtre opérationnelle se situe à la fin janvier, moment idéal pour une coordination interarmée. Parallèlement, 12 chasseurs F-15 Strike Eagle ont été déployés depuis le Royaume-Uni vers une base aérienne en Jordanie. Ils sont accompagnés d'avions ravitailleurs KC-135, indispensables pour des missions de frappe profonde. Ces appareils sont conçus pour emporter des charges massives et frapper des cibles lourdement protégées. Ces avions ont déjà joué un rôle clé lors des confrontations précédentes avec l'Iran. Aujourd'hui, leur concentration dans la région n'est pas défensive. Elle complète une architecture offensive complète. Les flux logistiques confirment cette lecture. Des avions de transport stratégiques C-17 multiplient les rotations vers des bases avancées, notamment dans l'océan Indien. Ce type de mouvement précède toujours une montée en puissance militaire durable, déploiement de munitions, de systèmes antimissiles et de personnel spécialisé. Des rapports concordants indiquent également l'arrivée de bombardiers stratégiques sur l'île de Diego Garcia. Cette base, utilisée conjointement par les États-Unis et le Royaume-Uni, permet des frappes de très longue portée contre des cibles profondément enfouies, des installations inaccessibles aux chasseurs classiques. Le schéma devient alors évident. Bombardiers furtifs pour les installations souterraines. Aviation embarquée pour la maîtrise du ciel. Guerre électronique pour aveugler les radars. Missiles de croisière pour saturer les défenses. Chaque pièce s'emboîte dans un dispositif cohérent. Des informations non confirmées évoquent même le départ d'un second groupe aéronaval depuis la côte américaine. Si cela se confirme, la puissance aérienne déployée serait doublée. Un ancien haut responsable militaire américain l'a résumé sans détour.
Une opération de cette ampleur dépasserait largement les campagnes menées en Irak, en Libye ou en Syrie. Il ne s'agirait pas d'une frappe ponctuelle, mais d'une préparation à un conflit conventionnel de haute intensité contre un État disposant de missiles balistiques, de défenses aériennes avancées et d'un réseau régional d'alliés armés. Trump a fait savoir à ses conseillers qu'en cas d'action, il exigerait des résultats rapides et décisifs. Cela implique une attaque initiale massive destinée à neutraliser toute capacité de riposte prolongée. Les signes régionaux convergent. Des évacuations de personnel non essentiel ont été signalées dans certaines bases du Golfe. Les systèmes de défense antimissiles ont été renforcés dans plusieurs pays alliés. Les centres de commandement conjoints fonctionnent en mode renforcé. L'Iran possède des milliers de missiles capables d'atteindre toutes les capitales régionales et les bases occidentales. Toute opération américaine nécessite donc une couverture défensive maximale avant le premier tir. Des perturbations GPS et des activités de guerre électronique ont été observées au-dessus du territoire iranien, suggérant des tests de préparation du champ de bataille. Ce type d'action précède toujours une phase cinétique. Du point de vue de Téhéran, le tableau est limpide. Un porte-avions approchant en silence. Des bombardiers en position. Des chasseurs déjà déployés. Des bases évacuées. Des défenses activées. Tout indique que le compte à rebours stratégique est enclenché. Au cours de la dernière semaine, Donald Trump a martelé un même récit devant la presse. Selon lui, l'Iran aurait suspendu les exécutions et différé la pendaison de centaines de manifestants. Il a présenté ce geste comme la raison pour laquelle Washington n'aurait pas encore frappé. Officiellement, la retenue américaine serait donc humanitaire. Officieusement, la réalité racontée par les mouvements militaires raconte une toute autre histoire. Car au moment même où Trump affirme « tenir le feu », les préparatifs s'intensifient. Groupes aéronavals en mouvement, bombardiers stratégiques repositionnés, chasseurs avancés vers des bases de première ligne, évacuation de personnel civil. Tout indique une opération de dissimulation classique, rassurée publiquement, frappée par surprise. Des responsables américains ont confié à des médias régionaux que toutes les options sont désormais sur la table. L'objectif n'est pas une décision immédiate, mais la création d'un regroupement de forces suffisant pour offrir à la Maison-Blanche une gamme complète de scénarios militaires. Cette posture correspond aux directives du CENTCOM, qui prépare un soutien opérationnel continu, 24 heures sur 24, pour les semaines à venir. Cela n'a rien d'une frappe éclair. On parle ici d'une infrastructure pensée pour durer. Une campagne prolongée. Ce type de dispositif ne vise pas uniquement quelques sites nucléaires isolés. Il permet de cibler l'ensemble de l'architecture sécuritaire iranienne. Commandement des gardiens de la Révolution, arsenaux de missiles, bases navales, réseaux de milices régionales. Les options évoquées à Washington vont d'opérations chirurgicales contre les forces répressives impliquées dans la répression interne, jusqu'à des frappes de décapitation du pouvoir, en passant par la neutralisation systématique des défenses aériennes et des capacités de projection iraniennes. L'objectif stratégique serait de réduire drastiquement le coût de toute action future. Mais chaque scénario comporte un risque massif. Toute attaque directe déclencherait presque immédiatement une riposte régionale. Les bases américaines du Golfe seraient des cibles prioritaires. Les infrastructures énergétiques deviendraient vulnérables. Les alliés régionaux seraient entraînés dans l'engrenage. Le paradoxe est connu des stratèges. Une intervention extérieure peut renforcer la cohésion interne d'un régime assiégé. La pression militaire risque de souder l'appareil iranien autour de ses factions les plus dures, au lieu d'encourager une quelconque ouverture politique. D'autant plus que les manifestations qui ont servi de justification morale semblent désormais étouffées. La répression a été sévère, la présence sécuritaire omniprésente. Lorsque les forces américaines atteindront leur position de frappe, le soulèvement qu'elles prétendaient soutenir aura déjà été neutralisé. La finalité de l'opération devient alors floue. Changement de régime? Dissuasion nucléaire? Démantèlement régional? Les conséquences économiques seraient immédiates. Le détroit d'Ormuz concentre près d'un cinquième du pétrole mondial. Téhéran a déjà prévenu, toute attaque entraînerait des perturbations majeures. Un blocage prolongé ferait exploser les prix de l'énergie à des niveaux susceptibles de provoquer une récession mondiale. C'est pourquoi plusieurs capitales arabes appellent ouvertement à la retenue. Moscou et Pékin, de leur côté, dénoncent à l'ONU une aventure militaire susceptible de déclencher une escalade incontrôlable. Des think tanks américains eux-mêmes mettent en garde contre un enlisement sans objectif politique clair. Pourtant, la démonstration de force continue. L'état-major américain souligne sa capacité à concentrer une puissance navale écrasante en un temps record. Le redéploiement accéléré de plusieurs porte-avions, sans même achever leur cycle d'entraînement habituel, traduit un sentiment d'urgence rarement observé depuis 2 décennies. 3 groupes aéronavals convergeant potentiellement vers le Moyen-Orient,
appuyé par des bombardiers lourds et des escadrons de chasse déjà en place, constitue une masse de frappe comparable à celle du début des années 2000. Un dispositif capable de générer des centaines de sorties quotidiennes sur une durée prolongée. Face à cela, l'Iran n'a guère d'options. Activer ses défenses, disperser ses missiles, alerter ses alliés régionaux, renforcer le contrôle interne et se préparer à l'impact. Chaque mouvement américain oblige Téhéran à se placer un cran plus près du point de non-retour. Au centre de cette tension, USS Abraham Lincoln avance sans signal, quelque part entre l'océan Indien et la zone de frappe potentielle. Autour d'elle, destroyers, sous-marins, aviation embarquée, capacité électronique. À terre, chasseurs prêts au décollage, systèmes antimissiles déployés, personnels évacués. Les marchés s'ajustent déjà. Les diplomaties s'activent. Les états-majors calculent. Tout converge vers une même fenêtre temporelle. Il ne reste plus qu'une inconnue, savoir si cette démonstration de force restera un outil de coercition, ou si elle basculera dans l'irréversible. Car lorsque la dissuasion cesse d'être crédible, elle devient préparation. Et à ce stade, chaque heure qui passe rapproche le monde d'un choix dont les conséquences dépasseraient largement le Golfe. Si l'ordre est donné, l'histoire retiendra que tout était visible bien avant le premier tir.